Bonsoir, jamais nous n'aurons autant parlé vélo que ces derniers mois. Avec le Covid, des aménagements ont été prévus dans l'urgence, mais au-delà de la crise récente, comment la mobilité douce se porte-t-elle dans le Grand Genève? Peut-on penser les aménagements au-delà des frontières? On en discute dans un instant avec nos deux invités. On ira aussi voir les travaux réalisés route de Jussy pour le passage de la faune. Et puis en fin d'émission, une idée de sortie à Nyon. On part sur les traces de Tintin dans l'affaire Tournesol. Plusieurs lieux de Nyon se retrouvent dans cet album, visite guidée en fin d'émission. Mais tout d'abord, l'actualité transfrontalière du mois. Les frontaliers pourront continuer à télétravailler jusqu'à fin décembre sans problème. D'ordinaire, ils ne doivent pas avoir plus de 25% de leur temps de travail hors du sol helvétique. France et Suisse s'étaient mis d'accord au début de la crise Covid pour contourner cette règle temporairement. Initialement, le dispositif devait prendre fin au 31 août. Il a été repoussé donc à la fin de l'année. Le forum d'agglomération du Grand Genève se renouvelle, il lance son appel à candidature. Cette instance de la société civile adresse des avis et recommandations à l'exécutif sur des thèmes allant de l'économie au social en passant par l'environnement. Les candidatures sont à envoyer jusqu'au 30 septembre. Un groupe de militants français et suisses écologistes a manifesté début septembre à Saint-Genis-Pouilly. À l'origine de la grogne, un nouveau centre commercial en projet prévu pour 2024. Les manifestants craignent un assèchement de l'Alondon, car le projet est prévu sur une zone humide. Quelle place pour le vélo et la marche comme moyen de transport dans le Grand Genève? On en discute tout de suite avec Claude Farine, président de la commission mobilité douce du forum d'agglomération, et Joël Vetter, chef de projet mobilité Grand Genève. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Déjà, avant de parler de cette mobilité douce dans le Grand Genève, un petit mot sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Forcément, on a tous été grandement impactés par le Covid, les transports évidemment aussi, avec pas mal d'aménagements provisoires, notamment pour le vélo. Quel regard vous portez, Claude Farine, sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois? Bon, évidemment, vous imaginez que comme cycliste, je suis favorable, j'ai défendu ces aménagements provisoires. Cela dit, il faut les remettre dans le contexte. Il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà eu 2 votations positives pour la mobilité douce, que les Genevois ont accepté à plus de 80% les pistes cyclables au niveau fédéral. Ça, c'est le contexte général. Puis ensuite, il fallait que le département des infrastructures prenne une décision rapide, puisque beaucoup de gens avaient fait du vélo pendant le confinement. Une bonne partie de ces tronçons provisoires, ils ont été placés à des endroits où, dans 2, 3, 4 ans, il y aura des aménagements plus permanents. Donc, ça me paraissait une bonne chose. Maintenant, cela dit, bon, d'ailleurs, vous aurez remarqué aussi que au début, c'était la surprise. Les gens les ont acceptés, peut-être en grognant un petit peu. Puis après, évidemment, la politique s'en est mêlée. Puis il y a des fronts qui se sont créés, ce qui est fort dommage, je trouve. On parle là de Genève. Joël Vetter, qu'en est-il de ces aménagements provisoires dans le reste de l'agglomération? En France voisine, à Nyon, est-ce qu'on a eu les mêmes aménagements provisoires qu'à Genève? Alors, Claude Farine l'a dit, il y a eu des aménagements donc, au centre-ville de Genève, mais dans le district de Nyon, il y a également eu des aménagements sous forme de marquage sur les routes en faveur des vélos. Et puis, côté français, je crois qu'il y a eu des aménagements ponctuels à Annemasse, mais surtout, on voit que les réactions ont été très variées face à cette situation un peu exceptionnelle. Et il faut aussi rappeler que dans l'ensemble du Grand Genève, le premier mode de déplacement utilisé, c'est le transport individuel motorisé. En deuxième, on a la marche à pied, donc c'est quand même le deuxième mode de déplacement au niveau de l'agglomération. Et puis en troisième, les transports collectifs, en quatrième, le vélo. Mais c'est très varié, en fait, c'est pas homogène dans tout le Grand Genève. Si on prend par exemple le canton de Genève, c'est la marche à pied qui est le premier mode de déplacement, et ensuite la voiture. Donc peut-être qu'avec cette situation exceptionnelle, on a eu une forme de prise de conscience aussi des enjeux de pouvoir se déplacer dans la proximité. Donc c'est peut-être un peu tôt pour dire si c'est des habitudes ou des changements de comportement qui vont s'inscrire dans la durée. Mais en tout cas, on peut penser qu'il y a une prise de conscience aussi liée à cette situation vis-à-vis des avantages qu'offre la mobilité douce à pied ou à vélo. Venons-en maintenant à ce qui nous attend
maintenant et dans le futur. Claude Farine, donc vous êtes au Forum d'agglomération, Oui. c'est un forum de la société civile Oui, c'est ça. du Grand Genève. En 2019, vous avez produit un rapport sur la mobilité douce en interrogeant pas mal de gens dans toute la région du Grand Genève. Qu'est-ce qui a motivé votre rapport? C'est que vous n'étiez pas content de cette mobilité douce? Non, je pense qu'il fallait une fois faire, si vous voulez, le discours sur la mobilité douce, il existe, mais il a du mal à se mettre vers la décision politique. Et on voulait, avec un regard Grand Genève, voir un petit peu ce qui se passait. Donc, on n'a pas fait une enquête de terrain sociologique, mais on a questionné tous les acteurs de mobilité douce qui ont du pouvoir, c'est-à-dire le canton, la ville, toutes les communautés de communes ou communautés d'agglomération autour de Genève, la région de Nyon, et on les a reçus pour savoir un peu où ils en étaient, qu'est-ce qu'ils prévoyaient, quels étaient leurs projets, etc. Et en plus, on a aussi reçu Mobilité piétonne et les représentants des PMR. Exactement, donc Voilà. personnes à mobilité réduite. Réduite, voilà. Joël Vetter, vous faisiez partie de ceux qui ont été interviewés, interrogés, disons, par ce forum d'agglomération. Quel regard vous portez sur ce rapport? Effectivement, je pense que c'est utile de pouvoir dresser régulièrement une sorte d'état des lieux, un panorama de la mobilité douce dans le Grand Genève, et aussi de pouvoir prendre en compte l'avis des usagers, des citoyens, citoyennes qui pratiquent la mobilité dans le Grand Genève, à l'image des associations qui composent la commission mobilité douce, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus besoin aussi de tenir compte, de prendre en compte, d'écouter les besoins des usagers. Et je prends par exemple le projet phare de Voie verte rive droite, qui est une mesure phare du projet d'agglomération. Il y a tout un processus de concertation. Pour relier Saint-Genis-Pouilly en fait à Annemasse. Voilà, c'est compléter cette voie verte qui existe déjà. Voilà, exactement. La rive gauche, déjà une bonne partie est faite. Il y a le projet rive droite maintenant qui est en cours. Et on voit qu'il y a une grosse démarche, un gros dispositif de concertation qui a été mis en place. Donc ça aussi, c'est une traduction concrète de l'attente des personnes de pouvoir donner leur avis sur ces projets. Il y a quelque chose qui a été relevé assez rapidement dans ce rapport, c'est le fait que les autorités de chaque région pensent les voies cyclables, les aménagements selon leur propre région. Genève pense ses aménagements, la France voisine ses aménagements, Nyon ses aménagements. Ça, vous êtes d'accord sur le fait qu'on a du mal à créer quelque chose tous ensemble ? Non, effectivement, chaque partenaire a son territoire d'action, ses prérogatives, mais on travaille au niveau du Grand Genève, par exemple, avec le schéma cyclable d'agglomération, à mettre les gens autour de la table et puis définir une vision commune et conjointe pour un réseau cyclable d'échelle d'agglomération. Donc ça n'enlève pas les prérogatives des partenaires, mais ça nous permet de discuter, de regarder peut-être aux frontières des différents territoires si les réseaux se raccordent bien. Donc le schéma cyclable d'agglomération, on l'a mis à jour l'année dernière, c'est la deuxième version. Il couvre 835 km de réseau cyclable sur l'ensemble du périmètre du Grand Genève, autour de 45 itinéraires. Donc c'est vraiment un outil maintenant sur lequel on peut travailler pour avancer dans la coopération et la coordination entre les partenaires du Grand Genève. Il a dit les choses très positives par rapport au schéma cyclable du Grand Genève. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand, par exemple, le canton de Genève, et pourtant maintenant ils font beaucoup de travail, je ne vais pas aller blâmer, mais on nous a montré des schémas avec 8 pénétrantes cyclables, mais on ne savait pas, quand on passait la frontière, où on allait. Oui, il y a cette carte avec une flèche qui pointe oui, c'est ça. Puis, vers l'extérieur. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je l'ai tiré de la mise à jour du réseau que Joël Vetter a faite. Il n'y a que 4, parmi les 11 territoires du Grand Genève, il n'y a que 4 territoires qui, pour l'instant, ont fait vraiment un schéma cyclable régional. Ça veut dire que les régions ne sont pas au même niveau et que il va falloir beaucoup travailler pour motiver tout le monde à se mettre au vélo. Si on regarde d'ailleurs les chiffres dans le transport, vraiment, à Genève, 28% des travailleurs prennent leur voiture. Mais quand on regarde les travailleurs qui viennent de Haute-Savoie, c'est 75% qui viennent en voiture.
C'est sûr que quand on habite au centre de Genève, on a l'habitude de prendre son vélo, tout se passe bien, on va à pied, mais quand on doit faire 30 km, c'est pas évident de partir avec son vélo. Du coup, comment est-ce qu'on fonctionne? Alors justement, c'est un des points qu'on a mis en valeur dans ce rapport. On a fait toute la frontière et on a regardé où il y avait des obstacles. Alors au pays de Gex, c'est évident. Les gens qui veulent venir par la route de Meyrin, ils ont des problèmes, même sur toutes les routes qu'ils veulent utiliser. Dans d'autres régions, à Annemasse, pour la traversée Il y a d'Annemasse. des questions de sécurité, mais il y a Voilà. aussi des questions de distance. Quand on vient de Bellegarde, on ne va pas forcément venir à vélo. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand on vient de l'arrière-pays d'Annemasse, on avait jusqu'à maintenant du mal à traverser Annemasse. Maintenant, avec le Covid, en somme, a donné un coup de main aux cyclistes parce que à Annemasse, on a beaucoup amélioré la traversée de la ville, quoi. On a cet état des lieux et puis il y a les perspectives. Quand on regarde ce schéma cyclable 2030, on a pour objectif 806 km d'aménagement cyclable contre 330 environ aujourd'hui dans le Grand Genève. Est-ce que c'est réalisable de faire 800 km, enfin quelques 500 km de voies cyclables d'ici 2030? Alors, ce schéma, c'est l'émanation des discussions qu'on a avec les 10 territoires qui composent après l'échelle locale du Grand Genève. Donc, ça traduit en fait les intentions de ces autorités. Donc, on estime que oui, si les projets se réalisent, eh bien, le schéma cyclable sera réalisé à l'échéance 2030. Je voulais juste revenir peut-être sur ce que disait M. Farine. C'est vrai qu'on n'a pas tous les territoires qui se sont dotés encore d'un schéma cyclable à l'échelle locale ou régionale, mais il n'y en avait que 2 en 2014. Aujourd'hui, en 2019, il y en a 4, et puis il y en a 4 qui sont en réflexion aussi. Donc on voit quand même que les choses bougent. Et puis sur la question des distances, on pourrait... Alors certes, le vélo ne permet pas de faire des longues distances, mais on peut le combiner avec le train. Donc il y a aussi un enjeu qu'on a soulevé dans le schéma cyclable, qui était le stationnement dans les interfaces de transport collectif, de manière à pouvoir passer du vélo au train facilement. Et c'est pas évident non plus de circuler dans ce Grand Genève, puisque quand on habite à proximité de son travail, on doit faire 1 kilomètre, on connaît bien la route. Quand on doit circuler dans l'ensemble de ce territoire, c'est pas facile. Il y a une application GeoVélo qui a été créée pour avoir un peu un GPS, disons. Est-ce que ça fonctionne? Il y a déjà des utilisateurs? Oui, alors c'est un GPS spécifiquement dédié à la pratique du vélo qu'on a lancé. Le GLCT Grand Genève a lancé ce service gratuit l'année dernière. On a peu de recul encore parce qu'on n'a qu'une année derrière nous, mais on voit que ça marche déjà assez bien. Si on compare à l'agglomération lyonnaise qui a aussi ce service à disposition, on voit qu'on est à peu près à la moitié de l'usage qui en est fait à Lyon. Donc à taille d'agglomération relativement comparable, on voit qu'on n'est pas trop mal déjà. Mais on doit continuer à communiquer aussi sur cette application. Et puis cet été, d'ailleurs, on a intégré dans l'application des propositions de balades thématiques dans le Grand Genève pour découvrir le patrimoine naturel et culturel de notre agglomération. Donc c'est une occasion aussi d'aller découvrir l'agglomération, les secteurs qu'on connaît peut-être moins. Là, on a le vélo et puis la marche que vous abordez, bien sûr, parce que la mobilité douce, c'est aussi les piétons. Par contre, là, on reste vraiment sur un secteur urbain. Oui. Impossible d'en parler au niveau Grand Genève. Bon, ça dépend à quelle finesse on veut mettre la discussion. S'il s'agit, par exemple, de faciliter le déplacement du piéton jusqu'à la prochaine gare, il y a plein de petits de travail à faire sur le terrain pour faciliter le déplacement des gens. Parce que ce que les automobilistes n'imaginent pas, eux, ils vont d'un point A à un point B et ils choisissent le chemin le plus rapide. Mais ils ne s'imaginent pas que les cyclistes, comme les piétons, font le même raisonnement. Et donc, j'entendais justement dernièrement... Je lisais un article par rapport aux aménagements du district de Nyon qui ont été faits par le canton de Vaud. Alors, il y a des automobilistes qui disaient « Oui, mais le cycliste, il faudrait pouvoir aller le faire dans la campagne, il serait beaucoup plus à l'aise, etc. » Mais le cycliste qui va au travail, il choisit aussi du point A à un point B et il va avoir un parcours, un tronçon sécurisé.
Joël Vetter, les perspectives, puisqu'il y a une échéance qui arrive pour le Grand Genève qui est importante, c'est le projet d'agglomération numéro 4. Donc à l'intérieur de ce document, disons, il y aura pas mal de projets visés pour le Grand Genève. On sait que c'est toujours des discussions très âpres. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ressortent, des idées qui pourront se réaliser ? Alors, probablement que dans le PA4, il y aura également des mesures en faveur de la mobilité douce. Actuellement, nous travaillons sur cette liste de mesures, mais les décisions reviendront naturellement à nos élus en fin de compte. Et donc ça, c'est un outil de financement, hein, ce projet d'agglomération, un outil qui permet de financer et d'avoir une vision globale sur le développement des projets de mobilité, notamment la mobilité douce. Mais je pense qu'il y a aussi un autre sujet qui va nous mener à travailler ensemble avec le Forum, et on le soulignait dans la réponse que nous leur avons adressée, c'est la transition écologique, avec l'objectif de la neutralité carbone en 2050. Pour la partie de la mobilité, ça signifie que probablement les modes doux, la marche à pied, le vélo, devront prendre une part plus importante qu'elles n'ont aujourd'hui. Donc, et quand on voit aussi les avantages en termes de réduction de la pollution, du bruit, de l'encombrement, en parallèle, c'est aussi bon pour la santé. Avec le vélo électrique, on a aussi des possibilités de se déplacer plus loin qu'actuellement en vélo mécanique. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va certainement se développer autour du sujet de la mobilité douce en lien avec la transition écologique du Grand Genève. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que le Forum lui-même a fait un groupe de travail PA4. Il a pas mal réfléchi. Et puis là, maintenant, évidemment, on réclame les mesures qui ont été présélectionnées pour qu'on puisse en débattre et pour voir si on ne peut pas en rajouter une, ce qu'il faut mettre en priorité, les choses auxquelles on tient, etc. Et c'est un groupe très animé d'une vingtaine de membres du Forum d'agglomération. On suivra ça de toute façon, ça arrive au printemps prochain. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Merci. Merci. Et c'était l'un des points inscrits justement au projet d'agglomération, la réalisation de travaux pour le passage de la faune entre Jussy et Monia. Aujourd'hui, les amphibiens et autres petits animaux peuvent passer sans risque. Retour sur cette mesure. Ce qui s'est passé à partir de juillet 2019, c'est des travaux de réhabilitation de passages à faune existants sur la route de Monia. Ce sont des travaux qui avoisinent les 2 millions. Les travaux ont débuté en juin 2019. En juillet-août 2019, une fermeture de route totale pendant la période de vacances scolaires qui a permis de faire toutes les traversées de passage et qui se sont terminées au mois de décembre avec des retouches encore sur février et mars 2020. On est ici à proximité de sites d'importance nationale pour les batraciens, avec une route accidentogène, qui était accidentogène avec de forts écrasements d'amphibiens. Des travaux ont été faits il y a une quinzaine d'années de création de crapauducs pour permettre à ces amphibiens de traverser la route, mais se sont révélés peu fonctionnels et ne fonctionnant plus depuis plusieurs années. Donc on vient réhabiliter une connexion indispensable du point de vue des populations d'amphibiens. L'animal va arriver d'une forêt pour traverser de l'autre côté de la route. Il est donc invité par ce collecteur à longer la route. On est ici avec des hauteurs de 50 cm et un rebord qui va empêcher par exemple un crapaud ou une grenouille de passer sur la route. Donc vraiment il est guidé le long de ce collecteur et ensuite on l'invite à venir dans le passage. On l'invite carrément encore avec cette petite structure à passer ici. C'est 17 passages qui s'étendent sur 1,2 km, à peu près situés tous les 50 mètres, qui sont d'une hauteur de 60 ou 80 cm de hauteur, à destination de la petite faune, à l'idée de la taille d'un putois. Est-ce que ça fonctionne? On voit déjà des traces concernant les mustélidés, mais pour les amphibiens, c'est vraiment dans 3 ans qu'on aura une idée du bon fonctionnement de l'ouvrage. Il a sans doute bercé votre enfance et continue peut-être à alimenter vos lectures d'adultes. Le héros de Hergé, Tintin, est passé par Genève et sa région dans l'album L'affaire Tournesol. Une visite est possible sur ces lieux de la bande dessinée à Nyon. C'est notre découverte du mois. C'est un personnage iconique, le jeune reporter Tintin, né en 1929 sous le crayon de son papa Georges Rémy, dit Hergé.
Au fil de ses aventures, il passe par Genève, la gare ou encore l'hôtel Cornavin. Mais il va aussi plus loin, jusqu'à Nyon dans l'affaire Tournesol, car Hergé est un passionné de la Suisse. Rencontre avec Marina Cavelti, guide pour cette excursion Hergé à Nyon. Hergé, c'est un auteur belge. Qu'est-ce qu'il vient faire en Suisse? Au début, il voulait se ressourcer. À 40 ans, il traversait une crise existentielle et professionnelle. Il disait, ça fait 20 ans que je suis 12 heures là sur mes planches, en train de travailler et travailler. Et donc, il est venu se ressourcer. Et à un moment donné, les périodiques en Belgique, ils ont dit, il est disparu. Et ils font parler tous les personnages, les différents personnages, et dire, mais Hergé, il a aussi besoin de vacances. C'est pour ça qu'il est parti. L'affaire Tournesol, c'est un album de 1956 avec cette idée d'illustrer un professeur un petit peu fou. Et nous voyons là les scientifiques suisses. Il était physicien, Auguste Piccard, qui a travaillé comme professeur à l'université de Bruxelles. Et c'est là, quand Auguste Piccard marchait dans les rues de Bruxelles, que Hergé l'a vu. Il a dit, mais c'est parfait, c'est mon modèle pour pouvoir faire un scientifique. Et vous voyez là. Il lui ressemble. Exactement. Plusieurs lieux se retrouvent ainsi dans l'album, comme la grande route qui longe les quais. Mais où pourrait-il être? Qu'a-t-on fait de notre malheureux ami? Mystère. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'affaire Tournesol? Il y a Capitaine Haddock et Tintin qui cherchent désespérément le professeur Tournesol. Ils ne savent pas où il est, mais ils savent qu'il est venu à Nyon, qu'il voulait aller voir le professeur Topolino à la route de Saint-Sergue. Et ils arrivent ici, au bord du lac, et ils se promènent exactement dans cet endroit. Au bord du lac, à Nyon, pourquoi Hergé choisit cet endroit? Ah, c'est une longue histoire d'amour. Hergé venait en vacances, il venait par la route suisse, il se dirigeait à Genève, et juste là, à l'auteur des Glands, il voit un écriteau. Hôtel-restaurant de la plage. Et ils sont allés voir avec son épouse Germaine. Et là, il dit, j'ai trouvé les plus petits ravissants hôtels de toute la Suisse. Il est tombé amoureux et il disait que la Suisse, c'est le paradis sur terre. Et après, il est venu en repérage ici à Nyon parce que dans l'album L'affaire Tournesol, c'est la première fois qu'il est venu se documenter, il est venu chercher tous les endroits en repérage pour voir exactement où est-ce qu'il allait faire les tours avec Capitaine Haddock, Milou, Tintin. Au fil des pages, on retrouve Tintin et le capitaine à la célèbre fontaine de Maître Jacques. Cet après-midi, nous irons faire un tour de ces côtés-là pour reconnaître le terrain. Et cette nuit, capitaine, nous partirons en expédition. Pourquoi Hergé décide de la mettre dans cette BD? Parce que c'est représentatif de Nyon. On peut raconter une histoire parce qu'elle était déjà à la place du marché il y a bien longtemps. Et après, elle était ici et deux amis qui étaient un peu alcoolisés, ils ont dit « Est-ce que c'est moi le plus grand ou c'est toi le plus grand? Qui est le plus grand de nous trois ?» Et ils sont montés et les trois sont tombés. Donc vous voyez là une statue qui n'est pas l'original, qui a été rénovée, reconstituée pour être placée là. Et puis Hergé, il aime aussi cette fontaine parce que c'est la fontaine de ses amours. Exactement, il était là avec son épouse et il y a une photo qui atteste sa présence juste là. Au château de Nyon, l'histoire de la commune est contée au travers des divers objets du passé. Un album figure parmi les antiquités, preuve de l'importance du passage du jeune reporter.
Vous, quel est votre rapport à Tintin, puisque vous organisez ces visites très régulièrement, ça fait depuis 2012 que ces visites guidées existent. Est-ce que vous l'aimiez déjà avant, Tintin, ou est-ce que vous avez appris à l'aimer? Comme tous les enfants et beaucoup d'adultes aussi, j'ai lu étant enfant et ça a été un BD, mais ce qui est magnifique, c'est de voir l'amour, les soins qu'Hergé a mis pour pouvoir la faire tourner seule et toutes les autres d'ailleurs. Une belle visite guidée à travers le centre-ville. Les visiteurs peuvent aussi aller plus loin sur la route de Saint-Cergue pour y trouver la maison qui explose dans la BD ou encore les voitures au musée des pompiers. On ne vous en dira pas plus pour l'heure. Tintin et son papa vous attendent pour livrer tous leurs secrets. C'est la fin de cette émission, j'espère que vous aurez eu du plaisir à la suivre. Je vous souhaite une très belle soirée, à très vite.